Bonsoir et bienvenue pour le 7-8. L'actu, nous sommes le 18 septembre. Voici les titres qui seront développés au cours de cette édition du journal de la rédaction. La gare de Saint-Quentin, enfin rénovée, c'était attendu depuis longtemps par les usagers, quelques 25 000 par jour. L'inauguration vient d'avoir lieu ce matin dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Plus 14% de bénévoles en un peu moins de 3 ans. France Bénévolat a rendu publique sa dernière enquête alors qu'une campagne de communication est lancée en cette rentrée. Nous ferons le point avec le délégué régional de l'association en plateau. Et puis le château de Versailles, c'est aussi une bande dessinée, vous le voyez. Le deuxième tome vient d'être lancé depuis le site historique en présence des auteurs et du PDG de la maison d'édition Glénat. L'image du jour, c'est l'autopartage à Saint-Quentin-en-Yvelines qui fête ses 1 an le 18 septembre 2012. 50 Twizy de Renault étaient proposés à la location moyennant 30 centimes la minute. Des véhicules biplaces à prendre et à redéposer au coin de votre rue et localisables grâce à votre téléphone portable. Si vous souhaitez vous inscrire pour bénéficier de ce service, rendez-vous dans la boutique Twizy située à la gare de Montigny-le-Bretonneux. La gare de Montigny, justement, on y reste puisqu'elle vient d'être inaugurée avec 25 000 usagers par jour, sans rénovation importante. Depuis 1975, les locaux étaient devenus plus que vétustes. Les travaux d'aménagement extérieur vont se prolonger jusqu'en 2017. Reportage Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmude. Les élus locaux découvrent la nouvelle gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. La salle des pas perdus est enfin dotée d'une signalétique claire. L'espace a été décloisonné et les usagers peuvent désormais acheter des billets Transiliens ou Grandes Lignes sans chercher leur chemin. Au point de vue de l'affichage, beaucoup mieux. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais complètement paumé. C'est clair que même au niveau infrastructure, rien à dire, c'est super. On a implanté des nouveaux panneaux d'information pour les trains, donc pour indiquer d'où partent les trains et l'information vraiment sur le trafic, qui ont aussi contribué à faciliter la gestion des flux dans cette gare. La gare saint-quentinoise n'avait pas connu de rénovation importante depuis 1975. Avec 25 000 usagers par jour, le lifting de la station était devenu vital. On a refait le revêtement de sol, les plafonds, tout ce qui est lié à la sécurité, l'éclairage, la signalétique, l'ensemble des modalités de circulation verticale, escalator, on a mis à niveau le parc des ascenseurs. Les travaux de réaménagement de la salle des pas perdus s'élèvent à 1 800 000 €, financés à 50% par la région Île-de-France et à 50% par la SNCF. À l'extérieur, la rue Joël Leteul et l'avenue de la Gare sont encore en chantier. À l'horizon 2017-2018, la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait voir sa passerelle totalement réaménagée pour donner un autre accès au quai. Et que pensez-vous de cette nouvelle gare? Justement, nous sommes allés recueillir vos réactions. C'est notre question du jour, vos impressions. Voici vos réponses. Elle est beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était dans un très mauvais état. Et c'est vrai que maintenant, elle est super. Franchement, je la trouve bien. Et surtout, là-bas, le nouvel escalator, je le trouve pas mal. C'est plus facile d'aller vers les clés, c'est plus fonctionnel. Et c'est beaucoup plus agréable. On se retrouve assez facilement, on attend juste que les travaux à la sortie soient finis, quoi. C'est plus lisible, il y a déjà beaucoup plus de... Avant, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas tout ça. Et au point de vue de l'affichage, beaucoup mieux. Les couleurs, l'agencement, comment ça a été organisé, le design. Oui, on a vraiment envie d'y venir. La gestion de la région Île-de-France pointée du doigt par 2 rapports de la Chambre régionale des comptes dans le collimateur, notamment l'absentéisme élevé et onéreux des personnels techniques des lycées d'Île-de-France. Dans certains établissements, la moyenne des absences dépasse 45 jours par an, soit près du quart du temps effectif du travail de ces agents. Le président PS Jean-Paul Huchon de la région présentera ses rapports aux différents élus lors de la prochaine séance du Conseil régional. Les 26 et 27 septembre, il s'engagerait d'ores et déjà à adapter ces dispositifs. Les nouveaux rythmes scolaires en place depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. À Trappes notamment, la mairie voulait faire un point d'étape, un bilan avec les enseignants et leurs syndicats. Une réunion s'est tenue hier, mercredi en mairie, et il reste encore des ajustements à faire. Yolène Thorez et Anthony Reich. La municipalité les a invités pour faire le bilan de la rentrée. Les enseignants de Trappes très remontés en ont profité pour s'exprimer sur l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Leur constat est sans appel. Selon eux, la situation actuelle apporte stress et confusion au sein des familles. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que enfin les acteurs de terrain soient entendus par la municipalité et que les choses ne se passent pas comme elles se sont passées depuis le début.
Finalement reçus par la première adjointe Janine Marie, les enseignants ont mis sur table tous les dysfonctionnements qu'ils ont observés depuis la rentrée. Trop d'horaires différents, manque de locaux ou encore manque d'organisation. L'adjointe évoque des incompréhensions des deux côtés. Elle s'est engagée à faire le tour de toutes les écoles pour observer l'organisation de la nouvelle réforme. Pendant ce temps, le maire, lui, a reçu les directeurs d'école. Culture, les éditions Glénat ont décidé de décliner le passé du château de Versailles en bande dessinée. Aujourd'hui sort le deuxième volet intitulé L'ombre de Marie-Antoinette, un mélange des genres entre BD de science-fiction et ouvrage historique également. Scénaristes, dessinateurs et éditeurs étaient au Grand Trianon pour le lancement de cette bande dessinée. Claire Cambier et Elodie Moine. Une plongée dans l'univers du château de Versailles du XVIIIe siècle. C'est ce que nous propose cette bande dessinée, L'ombre de Marie-Antoinette, le tome 2 d'un triptyque sur le château. L'histoire d'un jeune Américain qui se retrouve propulsé en pleine Révolution française. Alors, quoi de plus naturel que de présenter cet ouvrage sur les lieux mêmes de l'histoire. Scénaristes, dessinateurs et éditeurs étaient hier au Grand Trianon. Mais ce lieu leur était déjà bien familier, car tous les décors de cette bande dessinée sont identiques à l'original. Le pavillon dans lequel on se trouve justement sur le tome 1, il m'est arrivé de refaire justement les carreaux de fenêtre parce qu'à l'époque il y en avait 2 fois plus. Donc ça n'a pas échappé aux yeux du conservateur. Un attachement aux détails historiques mais également aux faits. Un conservateur du château a aiguillé les auteurs sur les 2 tomes réalisés. Car ce triptyque est coédité par les éditions Glénat et le château de Versailles, habituellement plus porté sur des ouvrages d'histoire. Leur volonté était d'ouvrir un petit peu un public plus large avec ce support qu'est la bande dessinée, qui est donc un art assez populaire, on va dire. La volonté aussi de ne pas présenter quelque chose de purement historique, mais la bande dessinée permet de fictionner des événements, donc de rentrer dans un univers où la petite histoire rencontre la grande histoire. Nous retrouverons ce mélange des genres pour un dernier volet, cette fois dans le cercle de Molière. L'invité de cette édition du 18 septembre du 7-8, l'actu, Bernard Touboul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué régional Île-de-France de France Bénévolat. On va parler du bénévolat justement avec vous. Une campagne de communication débute pour faire découvrir la variété du bénévolat. Tout ça alors que l'on parle régulièrement de crise de l'engagement, de repli sur soi, surtout en période de crise. Alors est-ce que crise il y a? Est-on en période de crise du bénévolat encore aujourd'hui? Alors, pas vraiment, parce que nous venons de réaliser une enquête avec l'IFOP qui est sortie au mois de juin, où on montre que un peu plus de 40% des Français de plus de 15 ans s'engagent dans le bénévolat. La même enquête réalisée il y a 2 ans et demi, en septembre 2010, montrait qu'il y avait 36%. Donc, on a une progression, bien au contraire, du bénévolat, et surtout chez les jeunes. C'est la tranche des 15-35 ans qui progresse le plus. Plus 32%, c'est quand même assez significatif. Comment ça s'explique que ce soit les plus jeunes qui s'engagent? Ça s'explique que, d'une part, parce que déjà le taux d'engagement était faible, donc il y a une marge. Il y a une bonne marge de progression. Une bonne marge de progression. Ça s'explique aussi par le besoin qu'ont les jeunes de rechercher du lien social. Et l'engagement bénévole, c'est un créateur de lien social. Ça s'explique aussi par le fait que les jeunes, dans cette période de difficulté de rechercher de l'emploi, prennent le bénévolat un petit peu comme une marche vers l'emploi. C'est très souvent dans un milieu associatif pour les jeunes qui débutent. On a fait tant d'années d'études, on vous demande qu'est-ce que vous avez déjà fait. Donc si on débute, on n'a rien fait. Donc ça permet de rajouter des lignes au CV, de montrer. Ça permet de montrer non seulement déjà une première expérience. Je crois que l'année dernière, lorsque vous m'aviez invité, j'avais évoqué le passeport bénévole. Donc c'est tout à fait dans cette lignée. Donc ça permet de montrer cette première expérience et surtout ça développe une qualité que de plus en plus de recruteurs recherchent, c'est le développement du lien social, aller vers les autres, travailler en équipe. Et c'est aussi un des fondamentaux du bénévolat, de travailler en équipe. Vous parlez du passeport bénévole pour ceux qui n'étaient pas avec nous l'an dernier lorsque nous avons évoqué le bénévolat, justement. Ce passeport, c'est une reconnaissance le passeport, en fait, c'est un outil qui permet de suivre toutes les activités et formations qu'un bénévole a suivies dans sa vie associative, qui est aujourd'hui reconnu comme un document quasi officiel, puisque ce document est soutenu par Pôle emploi et le ministère de l'Éducation, de démarche, de valeur des acquis de l'expérience. Alors c'est amusant parce que vous parlez de recherche de liens sociaux pour les plus jeunes, en période de développement d'Internet, de réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Non, en fait, les jeunes souhaitent aussi se rencontrer physiquement, avoir des vrais échanges. Aller vers les autres, aller vers les plus anciens, vers les plus âgés. On développe d'ailleurs aussi des actions intergénérationnelles. Donc c'est besoin un petit peu de connaître l'expérience des plus anciens, mais aussi d'apprendre des compétences, de travailler en équipe, d'être avec leurs camarades. Récemment,
Je vous en prie. Je dis encore faut-il que les associations puissent s'adapter aux jeunes. Et oui, voilà. Alors justement, récemment, le président de France Bénévolat, votre président, déclarait qu'il faudrait davantage développer une pédagogie de l'engagement, c'est-à-dire rassurer les gens qui sont prêts à s'engager, mais qui ont peur d'être embrigadés. C'est aussi ça le risque du bénévolat. Quand on s'engage dans une association, on se dit qu'on est pieds et poings liés. Couramment, on dit lorsqu'on donne le petit doigt, on donne le bras entier. Pour nous, l'engagement bénévole des jeunes, c'est leur faire découvrir ce que le bénévolat et préparer les bénévoles de demain. On sait très bien qu'entre 25 et 35 ans, la plupart vont s'arrêter de faire du bénévolat parce qu'ils construisent leur vie personnelle, parce qu'ils pensent à leur vie professionnelle et la privilégient, ce qui est tout à fait normal. Mais plus tard, vers 35, 40 ans, et les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure montrent que ça augmente de nouveau à partir de 35 ans. Il y a une inquiétude tout de même des associations qui est réelle, même si vous nous dites qu'il n'y a plus vraiment de crise et qu'il y a cet engagement. Il y a un collectif d'associations citoyennes qui appelle à une mobilisation. Le 21 septembre prochain, il y aura des rencontres. Et puis également une demande d'engagement aux candidats des municipales. Quels sont leurs points de vue à ces candidats sur les associations de lutte contre l'exclusion plus particulièrement? On le sent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les politiques ne répondent pas aux attentes des associations? Est-ce que les politiques soutiennent les associations, développent des choses pour permettre à ces associations de trouver des bénévoles? Alors, je crois que les politiques ont beaucoup de choses à faire. Trouver des bénévoles, c'est peut-être pas forcément leur rôle, mais le rôle c'est de faciliter la vie associative. Est-ce qu'ils répondent à cette demande? Est-ce qu'ils facilitent aujourd'hui, les politiques, les lois qui existent, facilitent cette vie des associations? En tout cas, je crois que le président de la République, dans son discours d'investiture, a lancé, il y a 1 an et demi maintenant, a lancé un satisfecit aux bénévoles et aux associations. C'est vrai que aussi les associations demandent des subventions aux bénévoles, au pouvoir public, aux collectivités territoriales, aux municipalités. C'est de plus en plus difficile d'obtenir, mais ces dossiers sont étudiés. Je crois que c'est très important et l'association, c'est quand même le lien entre le public et ceux qui sont à la tête d'une municipalité, d'une collectivité, d'un conseil général ou bien sûr de l'État. On en revient à cette campagne de communication de France Bénévolat qui débute. Plusieurs spots ont été réalisés par des étudiants de l'école Estienne. Ce sont les internautes qui, sur le site internet, vont devoir désigner le spot. On regarde l'un de ces clips qui a été réalisé par des étudiants. En France, le bénévolat, c'est 12,5 millions de bénévoles dans plus d'1 million d'associations. Le bénévolat, c'est agir, aider, défendre. Le bénévolat, c'est aussi accompagner, nettoyer, faire rire, conduire, trier, correspondre, informer, jouer, participer, collecter. Le bénévolat, c'est sur francebénévolat.org. France Bénévolat, du cœur à l'action. Le message à travers cette campagne qui débute, c'est le bénévolat, c'est agir, aider, défendre, ça on s'en doute, mais c'est aussi jouer, informer, faire rire, c'est de montrer les différentes facettes, c'est ça le but. C'est de montrer, on n'en montre qu'une petite partie, parce qu'il y a aussi, c'est aider une association avec les compétences que peut avoir un bénévole dans des compétences pointues, comme les techniques nouvelles, les réseaux sociaux dont vous parlez tout à l'heure. Ce qu'on a voulu par ces films, c'est faire participer nos bénévoles, c'est faire vivre nos bénévoles, nos bénévoles à nous, France Bénévolat, mais aussi les bénévoles de nos associations partenaires, puisque ce sont les bénévoles d'un film fait par des bénévoles pour des bénévoles qui, à partir depuis hier, vont voir ces 3 films, et puis c'est eux qui vont nous dire, voilà, c'est celui-là qu'il faut passer. La réalité du bénévolat aujourd'hui, c'est votre mission, c'est ça? Vous êtes là aujourd'hui pour montrer cette réalité et susciter des vocations. Quel est le rôle de France Bénévolat? Le rôle de France Bénévolat, c'est de faire de la promotion de bénévolat, de faire la valorisation du bénévolat et aussi, bien sûr, de mettre en relation des associations et des bénévoles et effectivement de faire comprendre aux uns, aux bénévoles, que finalement, et c'est l'objectif du film, que c'est pas si compliqué de faire du bénévolat, quel que soit le temps dont on dispose, ça peut être 2 heures par mois, par exemple. Si on a 2 heures par mois, beaucoup d'associations seront contentes. Et c'est aussi d'accompagner les associations dans leur relation avec leurs bénévoles pour leur montrer finalement que peut-être c'est déjà difficile de trouver des bénévoles, mais c'est encore beaucoup plus difficile de les garder, donc de les fidéliser. Quelles sont les associations qui attirent le plus les bénévoles? Beaucoup d'associations de solidarité, un peu d'associations d'environnement. Dans le domaine de l'accompagnement scolaire aussi, beaucoup d'associations. Et les associations où on aide son prochain, on n'est plus dans les associations sportives forcément. C'est un petit peu différent aussi, parce qu'il faut une certaine compétence. Les bénévoles, en fait, recherchent de plus en plus d'actions concrètes, d'actions terrain, ponctuelles, un peu moins d'actions régulières, d'où la difficulté d'ailleurs de trouver des responsables associatifs. Vraiment. Parce que là, c'est un engagement qui est plus long. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un engagement qui est plus long en temps, mais surtout beaucoup plus lourd en responsabilité.
On parlait de ces bénévoles. Est-ce qu'on peut faire un portrait type du bénévole aujourd'hui? En 2013, il ressemble à quoi le bénévole type? Le bénévole, c'est quelqu'un qui a déjà connu du bénévolat dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, ou par des amis, qui a envie, et c'est les 3 ingrédients pour nous du bénévolat, bien sûr de se rendre utile, bien sûr d'agir, mais aussi de se faire plaisir. Si ces 3 ingrédients ne sont pas réunis, on n'est pas vraiment motivé de bénévolat. Il faut vraiment qu'avant de s'engager dans une association, c'est ce que nous disons à tous les bénévoles que nous recevons, réfléchissez à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quand vous voulez le faire. Parce que c'est le bénévole qui décide du temps qu'il va donner et de la mission qu'il choisit. On ne s'engage pas à la légère, il faut développer un vrai projet en fait. Il faut développer un vrai projet. C'est comme un projet professionnel. Voilà, tout à fait. Et nous, on est là à France Bénévolat pour les guider, pour essayer de les orienter vers les associations qui vont avoir des projets qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire et à leurs attentes. Et vous disposez de 80 centres départementaux, 250 points d'accueil, voilà pour les chiffres. Comment se porte le bénévolat sur cette région Île-de-France? Vous êtes le représentant de la région Île-de-France. Écoutez, ça se porte bien, l'image des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Il n'y a pas de disparité entre les régions par rapport à ce... Non, il y a des différences. Je veux dire, en milieu rural, c'est pas tout à fait la même chose qu'en milieu urbain, mais il n'y a pas vraiment de disparité. C'est peut-être plus facile dans d'autres régions parce que la vie parisienne, région parisienne, fait que il faut à certaines heures, peut-être 2 heures pour venir de la porte de Saint-Cloud ici, à Guyancourt. Parfois il faut une demi-heure, donc il y a quand même des contraintes qui sont moins fortes dans d'autres régions. Et pour conclure, un message, je vous laisse regarder la caméra. Quel message vous passeriez à ceux qui hésitent à s'engager, aux bénévoles? C'est facile, c'est pas compliqué. Je vous en prie. Venez nous voir, on vous expliquera ce que vous pouvez faire, mais réfléchissez bien au type d'engagement que vous avez envie. Merci Bernard Touboul, délégué régional Île-de-France de France Bénévolat, et cette campagne de communication qui débute. Il y a 3 spots à sélectionner, à choisir. Rendez-vous sur le site internet de l'association. Merci à vous. On part pour Bois d'Arcy à présent dans ce journal avec le 7e art qui était à l'honneur aujourd'hui. Les Arcysiens peuvent en effet bénéficier depuis cet après-midi d'un cinéma de manière permanente installé à la Grange de la Tremblay. Il va proposer de 10 à 12 projections par semaine, le double en période de vacances, le tout doté des dernières technologies numériques bien sûr. Et Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Les images de la première séance du cinéma de Bois d'Arcy, Monstre Académie, pour accompagner les 35 premiers spectateurs qui attendaient l'ouverture avec impatience. On ne peut pas aller forcément à Versailles ou à Saint-Quentin. Donc là, c'est attendu. Puis vu le contexte, la médiathèque est bien, le centre de loisirs est bien. Donc là, on attendait que ça. On est ravis de cette ouverture parce qu'un cinéma de proximité comme ça, c'est super intéressant. On peut venir à pied. Les tarifs ont l'air relativement attractifs. Donc c'est un peu plus familial que le gros cinéma de Saint-Quentin. Donc c'est une très bonne nouvelle. La ville a donc dorénavant son cinéma de manière permanente installé à la Grange. 332 places disponibles, de 10 à 12 projections par semaine et le double pendant les vacances scolaires. On a 3 styles de programmation. D'abord du cinéma grand public, voilà, tous les films qui sortent actuellement, les grands films. Une partie art et essai qui est un peu plus pointue. Et puis du cinéma jeune public, puisque voilà, donc on a 3 axes de programmation. Une fois par mois seront également proposés des ciné-goûters, des ciné-rencontres, le tout doté des dernières innovations technologiques. Le vieux projecteur 35 mm supplanté par le fameux 4K. Fini les bobines, place au tout numérique. Aujourd'hui, on reçoit un disque dur. On l'insère dans notre base de données, qui est une librairie, un plus gros disque dur. Une fois qu'on l'a inséré, il repart. Et nous, après, on nous envoie une clé pour débloquer ce disque dur parce qu'il est crypté. On ne peut pas le diffuser tant qu'on n'a pas eu cette clé. Et après, c'est simple, il suffit d'appuyer sur play et puis c'est parti. La salle de cinéma est municipale. Elle intègre le réseau local Premier Plan, lui permettant des diffusions pour les scolaires. Les tarifs sont compris entre 4 et 6 euros. Si vous êtes amateur du Japon, de sa culture, le centre Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux, consacrera la première semaine d'octobre au pays du soleil levant. Conférences et cours de sakéologie au programme, mais aussi peinture sur éventail et haïku, calligraphie japonaise. Plus d'informations sur le site internet de l'association. Ce dimanche, un défilé de voitures de collection était organisé entre Montigny, le Bretonneux et Versailles. L'occasion d'aller à la rencontre de ces collectionneurs. Une balade qu'ont suivi pour nous Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. La 27e édition Automoto Rétro se tenait le week-end dernier sur le site du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Amateurs et promeneurs étaient au rendez-vous pour apprécier le vrombissement des moteurs et les belles carrosseries.
Parmi eux, Luc, collectionneur du Val-de-Marne et propriétaire d'une Renault Vivacis de 1931. C'est la toute première fois que je défile, oui, sur cette journée. Oui. Il y a énormément de manifestations qui sont tout au long de l'année. Bon, on les fait pas toutes forcément, mais on en fait quand même relativement souvent quand l'occasion se présente. Alors la passion de l'automobile, c'est un jour, on se trouve avec ses parents, on est sur la route et puis on voit un engin un petit peu particulier et puis on dit mais c'est quoi? Et puis après on épluche et puis un jour on ouvre la porte d'un garage et il y en a une qui s'offre à vous, donc vous faites le pas, puis voilà. Passion, je dirais plus une folie. Une folie parce que tout collectionneur, quel qu'il soit, c'est forcément une grande folie. Toute la matinée, les chromes ont rutilé le long des routes de Montigny au château de Versailles avec un arrêt au Petit Trianon. Mustang, 2 chevaux, Alpine, traction et autres MG composaient un cortège de près de 200 voitures sur l'ensemble de la journée. Je vous propose à présent de revoir l'image du jour. C'est l'autopartage à Saint-Quentin en Yvelines qui fête ses 1 an. Le 18 septembre 2012, 50 Twizy de Renault étaient proposés à la location, moyennant moins de 30 centimes la minute. Des véhicules biplaces à prendre et à redéposer au coin de votre rue, localisables grâce à votre téléphone portable. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de ce service. Rendez-vous notamment dans la boutique Twizy Way, située à la gare de Montigny-le-Bretonneux. La gare de Montigny, on y reste justement puisqu'elle vient d'être inaugurée aujourd'hui avec 25 000 usagers par jour et sans rénovation importante depuis 1975. Les locaux étaient devenus plus que vétustes. Les travaux en extérieur, en revanche, vont se poursuivre jusqu'en 2017. Toutes les précisions avec Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Les élus locaux découvrent la nouvelle gare de Saint-Quentin en Yvelines. La salle des pas perdus est enfin dotée d'une signalétique claire. L'espace a été décloisonné et les usagers peuvent désormais acheter des billets Transiliens ou Grandes Lignes sans chercher leur chemin. Au point de vue de l'affichage, beaucoup mieux. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais complètement paumé. C'est clair que même au niveau infrastructure, rien à dire, c'est super. On a implanté des nouveaux panneaux d'information pour les trains, donc pour indiquer d'où partent les trains et l'information vraiment sur le trafic, qui ont aussi contribué à faciliter la gestion des flux dans cette gare. La gare saint-quentinoise n'avait pas connu de rénovation importante depuis 1975. Avec 25 000 usagers par jour, le lifting de la station était devenu vital. On a refait le revêtement de sol, les plafonds, tout ce qui est lié à la sécurité, l'éclairage, la signalétique, l'ensemble des modalités de circulation verticale, escalator, on a mis à niveau le parc des ascenseurs. Les travaux de réaménagement de la salle des pas perdus s'élèvent à 1 800 000 €, financés à 50% par la région Île-de-France et à 50% par la SNCF. À l'extérieur, la rue Joël Leteul et l'avenue de la Gare sont encore en chantier. À l'horizon 2017-2018, la gare de Saint-Quentin en Yvelines pourrait voir sa passerelle totalement réaménagée pour donner un autre accès au quai. Je vous retrouve demain 18 h en direct pour un nouveau point sur l'actualité locale. N'oubliez pas les replays sur notre site et puis vos commentaires sur les réseaux sociaux. Et si vous nous suivez en direct, sachez que dans un instant, vous retrouverez Aurélia de BC pour Kiosque, le magazine culture de la rédaction. Excellente soirée.